Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de 4 petits sujets. Déjà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien profité, que vous avez profité pour recharger un petit peu les batteries, etc. Alors, le premier sujet du jour, ça va être sur... Alors, je vais vous donner tous les sujets, comme ça, au moins, vous allez savoir si vous avez envie de rester ou pas. Le premier, c'est les effets de l'avocat sur le microbiote intestinal. Le deuxième, c'est plus minces mais pas mieux dans leur peau. Donc c'est des témoignages de personnes qui ont perdu du poids. Ensuite, on a l'obésité dans les médias. Ensuite, on a arnaque au konjac. Et c'est tout pour les sujets d'actualité. Et avant de démarrer, j'avais envie de vous parler d'une chose, quelque chose que j'ai publié hier sur le site, avant-hier pour ceux qui écoutent à 8h du matin mardi, c'est quel programme est fait pour moi. Donc, plutôt pour toi, parce que pour moi maintenant je sais quel programme est fait pour moi, mais pour toi. Et j'ai créé ça avec une grille de lecture, avec des tests pour vous analyser et tout ça, afin que vous puissiez savoir exactement quel programme est fait pour vous, même si... comme vous le savez, il y a des tonnes et des tonnes de programmes, il y en a certainement plein qui sont compatibles avec vous, mais en fait c'est comme si vous devriez, moi j'en suis convaincu, vous avez besoin de prérequis, donc de bases solides, et une fois que vous avez ces bases appliquées à vous, à votre vous profond entre guillemets, donc à votre génétique, à votre style de vie et tout, vous pouvez faire plus ou moins tous les programmes, mais il ne faut pas oublier les fondamentaux. Et les fondamentaux, j'en parle. C'est pour ça que quel programme est fait pour toi, c'est justement basé là-dessus. C'est basé sur tout cet ensemble de choses que chacun devrait connaître. Donc par rapport à son style de vie, par rapport à sa situation, à sa génétique et tout. Et à partir de là, il peut se tourner vers tel ou tel programme en incluant, et c'est là où j'apporte un petit peu de plus-value, c'est que j'inclus des choses que chaque personne, en fonction de leur type, de leur profil, doit absolument inclure. Voilà. Quand je dis absolument, c'est un mot un peu fort, mais... si je suis pas ferme dans mes propos, ça laisse place un petit peu à la dérive, et la dérive aux exceptions, et les exceptions, le problème c'est qu'une exception à chaque fois ça a tendance à complètement démonter une argumentation. C'est pour ça que j'aime pas trop les exceptions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui basent tous leurs bouquins, leur savoir et tout ça sur les exceptions. C'est très bien, il en faut, mais moi je préfère me baser sur les grandes lignes, parce que les exceptions, malheureusement, on a tous tendance à penser qu'on est exceptionnel, qu'on fait partie d'une tranche de personnes exceptionnelles, on réagit mal à ci, tel programme ne marche pas pour nous, etc. Mais à tomber trop là-dedans, on en oublie les bases, et les bases, elles sont très importantes, elles sont très souvent oubliées aujourd'hui, et donc c'est pour ça que j'avais envie d'aiguiller un petit peu chacun à ça. Alors si vous êtes débutant, c'est fait pour vous. Si vous êtes personne avancée et que vous êtes en mode stagnation et tout, ça vous permettra de faire un petit hard reset mental, en fait, une petite remise à jour, une petite remise à niveau, pour déjà regagner un petit peu de motivation et de désir à l'entraînement, et de relancer la progression. Donc si ça vous intéresse, ça s'appelle Quel programme est fait pour toi ? Vous avez le lien dans les notes du podcast, vous cliquez et vous y accédez. Allez, on démarre l'épisode du jour avec les effets de l'avocat sur le microbiote intestinal. Alors la source, c'est lanutrition.fr, et ce que j'ai récupéré dans l'article, c'est 2 points. Dans une nouvelle étude parue dans le Journal of Nutrition, des chercheurs ont regardé comment la consommation régulière d'avocat peut influencer le microbiote intestinal, et donc la santé en général. Dans une... alors attendez, je reprends le texte. Oui, la consommation quotidienne d'avocat a permis d'augmenter la quantité de bactéries intestinales qui étaient également plus diversifiées, des marqueurs d'une bonne santé intestinale. Par exemple, les personnes du groupe avocat présentaient un microbiote plus riche que le groupe de contrôle en bactéries. Alors là, c'est barbare, Faecalibacterium
Lacnospira et Alistyp de 26 à 65%. Qui sont capables de fermenter les fibres et de produire des métabolites favorables à la santé intestinale. Consommer de l'avocat chaque jour a ainsi permis une augmentation de la quantité d'acides gras à chaîne courte et notamment 18% d'acétate en plus que le groupe de contrôle. Les acides gras à chaîne courte jouent un rôle bénéfique pour la santé intestinale. Donc ceux qui doutent encore avec, vous savez, les vieilles notions qu'on entend souvent par les anciens qui disent « Ah là là, tu prends de l'avocat et tu dis que tu es au régime, mais c'est super gras, etc. » Eh bien, envoyez-leur le podcast. Donc les participants ayant consommé un avocat quotidiennement excrétaient également plus de graisse dans les matières fécales. Donc voilà, donc si vous voulez l'article au complet, vous avez la source aussi, maintenant je le mets dans les notes de l'émission. Vous avez la source et tout ce que je viens de dire, vous pouvez le relire à l'écrit dans le lien que vous avez en note d'émission là. Et donc, bon voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ce enfin, on savait déjà sur les avocats qu'il y avait pas mal de choses positives au niveau des graisses, voilà, c'est des bonnes graisses, etc. C'est des calories, même si c'est très riche en calories, ça reste quelque chose de sain. Quand on veut avoir un apport en graisse satisfaisant sur la journée, d'inclure de l'avocat, ça permet d'avoir quelque chose de sain. C'est mieux que du beurre, c'est mieux que de consommer, par exemple, que des graisses d'origine animale, etc. Ça permet d'avoir un profil également de micronutriments un petit peu plus élevé. Donc du coup ça permet, alors je sais que de mémoire il y a pas mal de potassium, donc ça peut être aussi intéressant pour ceux qui veulent augmenter un peu leur taux de potassium au quotidien. Bref, on continue les sujets parce que maintenant j'essaye de faire un peu plus vite pour les podcasts parce que c'est pas non plus des formations, ça reste de l'audio pour vous divertir, vous instruire, mais de manière légère. Donc le deuxième article, c'est plus minces mais pas mieux dans leur peau. Donc là, c'est un article interview de psychologie.com et je cite ce que j'ai récupéré. Donc il faut aussi s'habituer au nouveau regard, donc par rapport à la perte de poids, celui des hommes, souvent plus insistant, et celui des amis, parfois plus méfiants, qui peuvent ébranler l'image que l'on a de soi et de nos relations aux autres, comme le confie Laura. Donc elle dit « J'ai toujours été la petite boulotte, rigolote de service. Mais maintenant que je ne suis plus boulotte, justement, c'est comme si j'avais perdu mon rôle, ma place, voire une part de moi-même. Il m'est difficile de l'expliquer. Avant, l'humour était un moyen de me faire remarquer, mais seulement quand je le voulais, auprès de qui je le voulais. Car les gens ne me voyaient pas vraiment, alors qu'aujourd'hui je suis plus, entre guillemets, visible, et cela me gêne. Je gère très mal les regards, je n'arrive pas à être naturel. C'est usant. Je sais bien que mes rondeurs me servaient jusqu'à maintenant de carapace, mais si je ne veux pour rien au monde, même si je ne veux pour rien au monde les reprendre, je n'ai pas encore trouvé le moyen de bien vivre sans. Deuxième témoignage, j'avais 20 ans, c'était mon premier et à ce jour mon dernier régime. Après 8 mois de privation et de sport à haute dose, ma balance affichait 12 kilos de moins. Une vraie métamorphose. J'étais ravi, fier, mais très vite un vide s'est installé en moi. Voilà, j'étais mince, j'avais atteint mon objectif et maintenant, qu'est-ce que j'allais devenir ? Et si je reprenais du poids ? Plus perturbant encore, les gens, les hommes notamment, se comportaient différemment. Leur regard me mettait d'autant plus mal à l'aise qu'au fond de moi, j'étais toujours la même. C'était là d'ailleurs ma plus grande déception. Mon enveloppe avait changé, mais ma vie non. Je me disais qu'une fois mince, j'aurais plus confiance en moi, que je serais plus à l'aise avec les gens, mais j'étais plus mal encore. Bien sûr, à la première rupture amoureuse, j'ai repris tout mon poids, et même un peu plus pendant quelques années. Moi, je trouve ça très intéressant, ce genre de témoignage, et je vais un petit peu argumenter autour de ça et donner ma propre philosophie par rapport à tout ça. Déjà, la première chose, pour le deuxième témoignage, le témoignage, il a été dit une fois que la personne a repris son poids. Donc, c'est un petit peu biaisé par rapport au fait que la personne a repris son poids, donc elle n'est plus dans un bon mood, entre guillemets. La deuxième chose, les personnes disent que c'est perturbant, le regard des gens, d'avoir la peur aussi de reprendre ce poids, etc. Vous savez, moi je pars du principe que quand un enfant se met la main sur une plaque chauffante bouillante ou la porte du four, il le fait une fois et puis après il ne le refait plus. C'est dangereux, il s'est brûlé, il a eu mal, il ne le refait plus. C'est un petit peu la même chose avec le surpoids pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes, ça a été une telle souffrance que quand ils ont réussi à s'en détacher,
eh ben, il y a une crainte de redevenir comme ça. Et je pense pas que ça soit mal. C'est pas mal en fait, parce que quand ils ont été en surpoids, ils avaient une très bonne raison de vouloir perdre ce poids. Donc quand ils ont eu fait un régime, c'est parce que ils s'acceptaient plus dans le miroir, ils n'avaient pas les relations qu'ils avaient envie d'avoir avec le sexe opposé ou le même sexe, je sais pas, dans leur vie intime. Et donc du coup tout ça leur faisait de la peine, toutes ces choses-là, et donc du coup c'est un petit peu comme la plaque chauffante, quoi. Ils se sont brûlés, et quand ils ont réussi à contourner le problème, donc ne plus mettre la main sur la plaque chauffante ou ne plus être en surpoids, donc quand ils ont eu fait un régime, ces personnes-là, elles ont peur de revenir à ça parce que c'était un état qui les dérangeait, un état, repensait toujours à la plaque chauffante, c'est comme si ça les brûlait, c'est comme si c'était douloureux pour eux, donc ils n'ont pas envie d'y revenir, et c'est normal en fait, que le cerveau alerte sur attention. Quand on voit une pâtisserie, une crème glacée, ou qu'on commence à trop mal manger, de se dire attention, tu dérapes, tu dérives, et c'est normal que la peur de reprendre se réinstalle. Est-ce que c'est une peur illégitime ou légitime ? À partir du principe où, je crois que ce Gundy l'a posté la dernière fois un graphe d'une étude sur Instagram où il montrait le niveau de santé des personnes sédentaires, surpoids et pas surpoids. Et on voit bien que même une personne en surpoids active, qui fait du sport, qui se pense en général en bonne santé, a quand même des marqueurs de mauvaise santé plus élevés qu'une personne qui a la ligne et qui fait du sport. Donc l'idéal étant de faire du sport et d'avoir la ligne, ensuite de faire du sport mais sans avoir la ligne, et après ne pas faire de sport et ne pas avoir la ligne, c'est le pire. Mais à partir du moment où il y a du surpoids, on ne peut pas dire qu'on est en bonne santé. Donc les gens qui se disent assumez-vous, de toute façon c'est que dans la tête, non, il y a aussi un facteur santé. Donc après il y a des gens qui s'en foutent de ça, chacun fait ce qu'il veut de sa santé, mais il ne faut pas croire que on est en bonne santé en fait. C'est juste, je tiens à le préciser, je sais que c'est très mal admis aujourd'hui parce que le surpoids est de plus en plus présent. Et notamment, on verra ensuite, mais par sa présence de plus en plus importante. Avant, être en surpoids était quelque chose de singulier, c'est-à-dire que c'était rare. Quand je dis avant, c'était il y a longtemps. Donc du coup, c'était une singularité qui n'était pas toujours désirée. Il y en a qui ils étaient contents d'être des bons mangeurs et tout, un peu corpulents, un peu massifs et tout ça, un peu en surpoids, ça leur allait. C'était peut-être même désiré. Aujourd'hui, ça n'est plus singulier, c'est-à-dire que c'est plus global. Donc du coup, c'est pour ça qu'on essaye de l'inclure de plus en plus dans la société comme quelque chose de normal, alors que non, la norme. La norme devrait être ce qui correspond aux marqueurs la norme, je parle en santé, devrait être ce qui correspond aux connaissances qu'on a aujourd'hui sur la santé. Et étant donné que ce qu'on a aujourd'hui comme connaissances sur la santé, c'est que être pas en surpoids, c'est mieux que être en surpoids, on ne devrait pas pousser à la suracceptation de ça. Je parle au niveau santé, je parle pas au niveau physique. Au niveau physique, encore une fois, c'est autre chose. Il y a des personnes qui aiment ça et des personnes qui n'aiment pas ça. C'est un petit peu, vous savez, pour faire aller tout le monde dans le même sens, un petit peu comme le domaine de l'automobile. Dans l'automobile, quand il y a un modèle à succès, les gens essayent toujours, les autres fabricants essayent de copier plus ou moins. Donc pour rappel, ceux qui sont un peu comme moi passionnés de bagnole, rappelez-vous quand la première Mini est sortie, donc la remasterisée là, dans les années 2000, début des années 2000, il y a eu plein de marques qui ont commencé à faire plus ou moins la même chose. Il y a eu l'Opel Adam, il y a eu l'Audi A1, il y a eu la Suzuki Swift, il y a eu tout un tas de voitures comme ça, la Fiat 500 et tout, qui ont été mises en avant pour essayer d'imprégner aussi ce marché-là. Donc c'est un petit peu, quand quelque chose marche, dans le monde du marketing, on essaye de copier. Mais ce qui ne veut pas dire que tout le monde aime ça. Même si, globalement, beaucoup de personnes l'aiment, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui n'aiment pas autre chose. Personnellement, je ne vais pas aimer certains physiques, je vais plutôt en aimer d'autres. Et les physiques que je vais apprécier ne sont pas ceux qui sont appréciés par l'inconscient collectif, donc par la masse des gens. Donc ce qui veut dire que d'essayer d'être dans la norme esthétique physique, c'est juste pour plaire à l'inconscient collectif. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui vont aimer ce à quoi vous ressemblez aujourd'hui si vous êtes en surpoids et tout. Donc il faut bien faire une différence entre surpoids, esthétique, etc., et surpoids santé. Ce sont deux pans différents. Et il faut savoir dans quel combat on veut mener. Le combat pour la santé, le combat pour l'esthétique. Dans les deux cas, si c'est pour l'esthétique, il faut bien vous dire une chose, que il n'y a pas que des Fiat 500. Il n'y a pas que il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y a des gens qui aiment autre chose. Donc il y a potentiellement un public pour ça et des gens qui désirent ça. Je sais que le parallèle avec le monde automobile
pas forcément agréable à entendre, mais j'ai trouvé que ça parlait bien parce que en fait tout ça n'est que du marketing à chaque fois. Et je parle dans les critères de beauté et tout ça, c'est souvent lié au marketing. C'est pour ça que dans les publicités, on voit souvent ce qui plaît aux gens, etc., reflété à l'image quand on regarde une publicité. Je reprends ces fameux témoignages, et dans les témoignages, la personne disait « j'étais la boulotte de service, etc., rigolote, mais quand je voulais être tranquille, je pouvais l'être ». Ben oui, parce que cette situation-là, comme tu dis, comme la personne dit, de ne pas avoir le regard des hommes et tout ça, les personnes qui n'ont pas été en surpoids toute leur vie se sont construit une espèce de compétence pour justement pallier au regard des hommes, aux avances des hommes, etc. Et là, c'est comme si une personne, par exemple, qui a été en surpoids toute sa vie, et et puis à 30 ans se met à perdre son poids, eh ben, elle suscite l'intérêt d'homme ou un homme de femme, et il n'est pas encore équipé pour ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas grandi avec ça, il ne s'est pas armé contre ça, il n'a pas eu d'expérience avant. Donc il est jeté comme ça dans la jungle, et donc il vit ça un peu comme une agression. Parce que quelque part aussi, d'être en surpoids, c'est une forme de confort, pas pour la personne, c'est pas désiré, mais indirectement, c'est plus confortable parce que moins de sollicitations, parce que voilà, il y a quand même je parle pas vraiment du regard des autres négatif par rapport au surpoids, je parle vraiment du côté sollicitation en soirée, l'honnêteté, est-ce que c'est vraiment pour moi ou pour mon physique, etc. Enfin bon, bref, ces choses-là, c'est une forme de confort par défaut en fait. Mais quand je dis confort, entendez-le bien par un confort qui n'est pas désiré, c'est un confort qui est imposé un peu par la situation. Et donc du coup, du jour au lendemain, la personne se retrouve aux yeux de l'inconscient collectif plus attirante ou plus attirant, et cette personne n'est pas équipée pour. Alors globalement chez les hommes, c'est pas quelque chose qui... Les hommes vont pas cracher dessus, hein, parce qu'un homme dans l'adolescence et sa jeune vie d'adulte est assez peu sollicité s'il fait pas un peu d'effort, donc s'il se met à être sollicité par le simple fait d'être un peu mince ou en forme physique, il va pas s'en plaindre. Mais chez les femmes, peut-être que les sollicitations sont moins bien vécues et plus insistantes, etc. Et donc, du coup, ça peut les perturber. D'avoir vécu une vie un petit peu tranquille, et puis du jour au lendemain, parce qu'un régime, s'il est fait en un mois, la personne n'a pas de temps de s'y adapter. Et donc, du coup, de vivre ça. À petite échelle, je l'ai vécu quand j'ai fait mon premier régime. J'en parle sur mon site, qu'au niveau séduction, je crois même que j'en parle dans mon ouvrage sur la perte de graisse, mais au niveau séduction, potentiel de séduction, en 3 mois de perte de graisse, je n'ai jamais vu autant de différence de regard des femmes sur moi qu'à ce moment-là. Enfin, ça a été vraiment quelque chose de marquant. Et même de perturbant, et alors que je suis un homme, perturbant dans le sens où on prend un coup en fait à l'ego en se disant mais tout n'est que physique. Est-ce que, parce qu'à l'intérieur on change pas réellement, même si on gagne en confiance et tout, mais tout n'est que physique, et en fait on prend une réalité qu'on n'avait pas envie d'entendre avant, quoi. Parce que quand on est en surpoids, on a envie d'entendre qu'il y a la beauté intérieure et tout ça. Et qu'il y a certainement des gens qui font attention à ça. Oui. Mais la réalité, quand elle s'impose à vous, même si c'est plaisant, parce que c'est de la séduction et on devient plus attirant pour le sexe opposé, il y a quand même ce côté où on se dit merde, c'est vraiment que pour l'enveloppe, quoi. Bref. Donc du coup, moi je pense que c'est normal de vivre ce nouveau physique quand on a perdu du poids assez mal au début, parce que justement on n'est pas équipé pour ça, on perd cette tranquillité, quand on sort entre amis, on n'est plus celle qui est assise à la table et qui se fait jamais solliciter, il y a des regards, il y a des personnes qui veulent inviter à danser, enfin pas en ce moment, mais des personnes qui veulent commencer à interagir avec vous, et donc du coup voilà. Après là dans le deuxième témoignage, on parle d'objectifs. Alors, après avoir perdu du poids, la personne se dit un peu vide, etc. Elle a plus d'objectifs, elle se sent plus bien et tout ça, plus franchement heureuse. Mais en fait, posez-lui la question, durant le régime, la personne était certainement très heureuse. Pourquoi ? Parce qu'elle avait un objectif. L'objectif étant d'arriver à un certain poids de corps, un certain tour de taille, une certaine taille de vêtements.
Quand on est dans la quête de l'objectif, on se sent bien. Pourquoi ? Parce qu'on a les yeux et le mental rivés sur quelque chose, on y va. La problématique, c'est qu'à la fin des régimes, on est plutôt épuisé physiquement, parce que le corps, il a changé, il s'est transformé. On a fait des efforts en salle de sport, on a fait des efforts de volonté au niveau nutritionnel, etc. On peut être un petit peu épuisé. Et si on n'a pas préparé le nouvel objectif, donc celui qui va venir, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que dans cet état d'épuisement, on se sent un peu bancal. Moi, j'aime bien dire que le pire moment de la vie, les pires moments de vie, entre guillemets, sans compter les catastrophes, je vous parle vraiment des pires moments de vie dans la petite vie quotidienne, c'est quand on est entre deux objectifs, que l'objectif précédent est terminé depuis à peu près 2-3 semaines, donc ça y est, on a encaissé la joie de la réussite et tout, on commence à se réhabituer à la vie normale, et que l'objectif futur n'est pas encore défini, mais qu'on a une forme d'épuisement de l'objectif précédent. Donc du coup, on n'a pas la volonté de déclencher ou de chercher un nouvel objectif. On sait que ça serait bien, mais on n'a pas la volonté, et le précédent est terminé. Et on n'a plus l'effet un peu euphorique du précédent. Donc là, on est dans un état que j'appelle cet état bancal, en fait, où on commence à remettre en question, finalement, j'ai fait ça, mais ça ne rend pas heureux. Et c'est un petit peu comme, vous savez, toutes les études qui ont été faites sur les gagnants du loto, où ils montrent que le niveau de bonheur monte en flèche juste après, mais qu'après un an, il revient à la normale, bien que les personnes aient toujours de l'argent, et plus d'argent qu'avant, mais il est revenu à la normale, c'est-à-dire que le niveau de bien-être d'avant, il est revenu à la normale. Et c'est un petit peu la même chose. On place tellement sur un piédestal sa vie. Ah, si jamais j'avais plus de muscles, ou si j'avais moins de graisse au niveau du ventre, je serais plus heureux, plus heureuse, etc. En fait, ce qui rend bien, c'est d'avoir quelque chose à faire, de se trouver un truc et de le rendre important, comme j'en parlais dans un autre podcast, et d'avoir souvent comme ça des choses à faire. Je pense que c'est important d'avoir des moments aussi où on est à plat, pas d'objectif, pour justement se rendre compte qu'il y a des situations, qu'il y a des moments où on était vraiment bien quand on avait un objectif, et des moments où quand on n'en a pas, on n'est pas bien. Mais d'arriver à prendre conscience de ça, de se dire, ok, là je vais pas bien, c'est peut-être normal, parce que à court terme, je sais ce que je vais faire plus ou moins de ma journée, mais à long terme, sur la semaine, sur le mois, sur l'année, je sais pas trop où je vais. Et ça, je pense que les personnes qui font un gros régime, s'ils misent beaucoup sur perdre du poids va solutionner tous les problèmes de ma vie, c'est un petit peu se tromper. C'est peut-être la première chose à faire pour aller mieux et tout ça, parce que c'est peut-être quelque chose qui perturbe les gens depuis des années. Mais après, il faut se dire comment je peux me servir de ça, de la volonté que j'ai fabriquée, de ce nouveau corps, etc. Peut-être pour aller passer des entretiens d'embauche, parce qu'on le sait, les entretiens d'embauche, et je sais que c'est discriminatoire, mais les entretiens d'embauche sont plus positifs, en tout cas le taux de succès, d'attribution de poste est plus élevé quand on est en forme. Donc est-ce que le sujet suivant, ce serait pas de trouver un autre job, de trouver un autre logement, de faire autre chose, des voyages, de faire un shooting photo, de faire tout un tas de choses comme ça qui peut être induit par, vous savez, je lis un livre d'ailleurs sur la volonté en ce moment, et il est expliqué que quand vous avez de la volonté dans un domaine et que vous vous y tenez, donc un régime et faire du sport est un très bon exemple, cette volonté a tendance à décolorer dans les autres domaines de votre vie. C'est-à-dire qu'en fabriquant de la volonté, en développant votre volonté dans un domaine, ça va déteindre dans d'autres. Donc du coup, vous développez votre volonté de manière plutôt globale. Donc il faut plutôt se servir de ça à la fin d'un régime pour se dire, ok, cette volonté acquise, comment je m'en sers aujourd'hui ? Sur quoi je vais essayer de travailler ? Et c'est vrai que c'est un puissant moteur de motivation pour tous ceux qui sont en surpoids, de se dire que perdre du poids va solutionner tout. Moi, je vous garantis que ça peut solutionner certaines choses. Niveau de séduction, il va monter. Forme physique, ça va monter. Vos relations sociales, là, comme dit, les copines, ça marche pas trop parce que les copines deviennent jalouses, entre guillemets, je résume vite les choses, mais c'est plutôt ou moins ça. Mais c'est pas toujours le cas. Chez les mecs, ça va être plutôt l'inverse. La jalousie va être masquée et ça va devenir plutôt de l'inspiration. Donc, il faut pas non plus croire que ça solutionne tout, mais ça quand même, moi je trouve que la vie est quand même beaucoup plus confortable comme ça qu'avant. Et bien faire la différence entre santé et image, ça n'est pas la même chose. Bon, allez, je continue parce que je vais pas trop m'attarder. Si vous voulez les résumés les notes de ces témoignages, vous les avez aussi en lien dans les notes de l'épisode.
Avant-dernier sujet, obésité dans les médias. Donc là, c'est juste une citation que j'ai récupérée qui s'appelle, le titre c'est obésité dans les médias. Sur le site Source, non, c'est pas Source, le site c'est cairn.info, donc cairn.info. L'obésité, c'est un sujet qui passionne. Alors, c'est une citation. Hein. L'obésité, c'est un sujet qui passionne nos rédacteurs en chef et les gens bien portants, entre guillemets, parce qu'on a tous peur de devenir obèses. Il y a un peu ce côté-là. Ils sont obsédés par la bouffe, ils sont obsédés par les régimes, ils sont obsédés par ce que les gens... parce que c'est les gens qui vivent dans le microcosme parisien. On fait attention à ce qu'on mange. Et puis les régimes, on mélange tout. Les régimes, c'est tellement énorme, tout le monde est au régime. Vous venez ici à la cantine, vous regardez les plateaux, c'est caricatural, c'est que du régime du camp, par exemple. Donc c'est une préoccupation. En fait, dans les médias, on parle de quotas aujourd'hui. Parce qu'il y a eu les quotas de personnes de couleur, les quotas de femmes, les quotas de ci, les quotas de ça. Moi, personnellement, de mettre les femmes, les personnes de couleur et les personnes en mauvaise santé dans le même panier, je trouve ça... Enfin, c'est bizarre de dire que de mettre dans le même panier des personnes en mauvaise santé... il ne faut pas oublier qu'une personne obèse... l'obésité est signe quand même, comment dire ça, c'est une pathologie l'obésité, hein, c'est un fléau, c'est une épidémie mondiale, et de mettre ça dans la même case qu'une personne de couleur ou que des femmes, je trouve ça étrange en fait. Ça me pose un problème de dire ça, de comparer la maladie à une couleur de peau, d'associer la maladie, de mettre dans le même panier la maladie à une couleur de peau et à un sexe. Je trouve ça, je sais pas, c'est bizarre. Et il parle de quotas et tout ça. Bon, l'article, moi je le trouve très intéressant et bien écrit, mais il y a des citations qui sont des débats en tout cas et des valeurs qui sont quand même assez étranges par rapport à ça. En fait, moi c'est toujours le même, je vais pas me répéter, mais c'est toujours la même chose. J'ai du mal à comprendre qu'on veuille faire accepter à des gens en surpoids que qui sont aussi bien que les autres au niveau de la santé. Ça, j'ai du mal. Après, au niveau physique, la beauté étant à peu près subjective, moi, j'ai pas de problème. Je suis pas attiré personnellement par une personne obèse, physiquement, c'est-à-dire que je serais pas attiré par ça. Il y a des personnes, si. Donc, moi, ça me pose aucun problème que le présentateur sur BFM TV soit obèse, maigre, ça me pose strictement aucun problème. Après, j'ai toujours peur qu'on dérive entre normalité et que dans normalité, on inclut que dans la normalité, c'est une personne en bonne santé et tout. Parce que là, c'est de la dérive et c'est pas cohérent en fait. C'est pas cohérent et c'est pas aider les personnes qui sont ou en souffrance et qui s'ignorent, ou en souffrance réelle et qui vont devenir dans le déni ou que ça va rassurer. J'ai un petit peu de problème avec ça, donc voilà. Mais je tenais à le citer quand même parce que c'est important d'en parler. Je trouve que de plus en plus on veut faire accepter ça. Moi, je serais toujours à pousser l'image. Donc, c'est-à-dire que les personnes s'acceptent telles qu'elles sont à partir du moment où elles ont conscience de l'intégralité de ce que ça implique. Un petit peu comme une personne, vous savez, qui est extrêmement maigre, et de lui dire, écoute, d'être très maigre, tu sais bien, tout ce que tu veux, mais voilà ce que ça implique. Si tu es très maigre, moindre résistance à l'effort, de longue durée, etc. C'est normal, tu as moins de réserve. Tu vas peut-être aussi être plus sujet à la frilosité, tout ça en hiver. C'est normal, tu as moins de graisse autour de toi qui peut te protéger en termes de température, de chaleur, quoi. Et tu vas aussi, si tu es un homme par exemple et que tu es très maigre, tu vas aussi peut-être avoir certains complexes si tu as une femme qui est légèrement plus épaisse que toi, entre guillemets. Donc toutes ces choses-là, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Problématique, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est dans le viseur, c'est le surpoids et l'obésité. Et comme je vous disais, on est passé d'un statut plutôt singulier, où la personne obèse, c'était tout le monde connaissait une personne obèse et on la pointait du doigt, entre guillemets, ce qui n'est pas une bonne chose d'ailleurs. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas, parce qu'il y en a trop. C'est un fléau, c'est une épidémie. Il y a beaucoup de personnes qui se penchent sur le sujet parce que ça devient grave en fait. Et l'obésité et la malnutrition, ça va de pair. Hein, parce que la malnutrition, c'est à la fois la sous-nutrition, mais aussi la mauvaise alimentation.
Et je crois que c'est plus que l'alcool et le tabac en termes de décès. Donc c'est quand même quelque chose de préoccupant, et qu'à la fois on veut le faire intégrer ça dans le quotidien des gens comme la norme. Il ne faut pas confondre la norme de visuel, qui, c'est pas grave, on s'en fout, ça peut faire partie du paysage sans problème, mais pas la norme santé. Il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est très difficile, quand on n'est pas armé par rapport à ce genre de discours, de parler avec une personne sans la blesser, en fait. Moi, je suis passé par là, donc je sais ce que peut vivre un adolescent en surpoids, un jeune adulte en surpoids. Je sais ce que cette personne-là peut vivre. Alors, pas une femme, parce que j'en suis pas une, mais un homme. Je sais ce qu'un homme peut ressentir. Et je vous garantis que parfois, les hommes sont très fiers, mais on peut en souffrir quand même de ça aussi. Donc, voilà, je trouve que c'est des sujets qui méritent vraiment à argumenter, à creuser. On peut pas juste citer comme ça des phrases, comme je disais dans l'article, où les obèses, ce sont des personnes parce qu'ils le veulent bien ou parce qu'ils veulent pas se faire violence et tout ça. Quand j'ai lu ça, je me suis dit non, un obèse ou une personne en surpoids, la violence, c'est pas une personne qui se laisse aller volontairement. C'est quelque chose où il y a des ressorts émotionnels, il y a certainement peut-être aussi une problématique génétique, pas une problématique mais une facilité génétique, et donc du coup cette personne-là elle n'en est pas 100% responsable. Elle préférait manger à sa faim et avoir un poids de forme, quoi. Mais c'est pas le cas. Donc du coup, de les cataloguer comme ça, c'est un petit peu délicat toujours de parler d'une pathologie quand nous-mêmes on l'a pas vécu, en fait. Donc je trouve un petit peu ça déplacé. Bon, dernier point, arnaque au konjac. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le konjac déjà ? Le konjac, alors j'ai noté, vous avez encore une fois les liens là dans les notes de l'émission, mais le konjac contient une fibre soluble appelée glucomanane, environ 15 calories pour 100 grammes. D'ailleurs, certains disent 3 calories pour 100 grammes. C'est plutôt 15 calories pour 100 grammes dans ce que vous allez trouver dans le commerce. Très riche en fibres, idéal pour des repas plus denses, mais sans excès calorique. Donc souvent utilisé pour ceux qui font des régimes de type régime Dukan, régime sans glucides, régime peut-être même cétogène, parce que ça permet de manger quelque chose qui ressemble presque à des pâtes, qui a presque la texture des pâtes, mais qui a aucun goût. Donc en fait, c'est pour des personnes qui ont du mal à se cantonner à des légumes et des protéines. Ça leur permet d'avoir un petit peu plus de volume dans l'assiette, un petit peu plus de fibres et de faciliter le régime. La problématique, c'est que vu que forcément, quand vous dites aux gens que vous allez pouvoir manger des pâtes sans les calories, ça a du succès. Et certains se sont glissés dans une forme d'arnaque que j'ai découverte, que je me suis fait avoir personnellement, parce que j'en ai acheté il n'y a pas longtemps, un peu par défaut comme ça dans le magasin bio où j'allais, je prends un paquet, je me dis tiens ça pourrait être sympa, moi j'aime bien de temps en temps comme ça me faire des woks de légumes, et là un petit wok de légumes avec des nouilles de konjac dedans, ça pourrait être sympa. Et j'ai pas regardé, et quand j'ai regardé l'étiquette arrivée à la maison, je regarde le nombre de calories, je dis c'est pas possible. Ça représentait au 100 grammes quasiment autant de calories qu'un plat de pâtes normal. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, je regarde les ingrédients. Premier ingrédient, farine de tapioca. Fécule de tapioca. Deuxième ingrédient, sirop de tapioca. Troisième ingrédient, de l'eau. Quatrième ingrédient, poudre de konjac. Donc en fait, ce que j'étais en train de manger, c'était des glucides à puissant index glycémique élevé, le tapioca, au lieu de manger des nouilles de konjac qui, normalement, le premier ingrédient dans ce que vous devriez trouver dans le commerce, c'est de l'eau en général. Donc voilà. Donc je trouve que c'est malvenu, parce que sur le paquet, il y avait marqué minceur et tout ça. Alors, logiquement, moi, je me fais jamais avoir par ce genre de choses. Mais en fait, parce que je regarde toujours les étiquettes. Mais le konjac, j'étais tellement habitué, parce qu'au début de mon régime, il y a une petite dizaine d'années, j'en ai eu consommé un petit peu, et il n'y avait que la bonne version. Et aujourd'hui, vu que ça s'est un petit peu popularisé, je me suis fait avoir, je le reconnais, je me suis fait avoir parce que je n'ai pas pris la peine de regarder l'étiquette. J'ai vu en gros marqué nouilles de konjac, faible en calories et tout ça. Je me suis dit c'est bon, de toute façon s'il y a marqué nouilles de konjac, ils vont pas mettre autre chose, ça avait la même couleur et tout ça que les précédentes. Je me suis pas posé de questions. Et en fait c'est en regardant le tableau que j'ai déchanté. Donc du coup, faites attention, arnaque au konjac, ça existe.
Je me suis fait avoir, donc je tiens à vous prévenir parce que je suis un peu là pour expérimenter les choses avant vous et puis de vous montrer que parfois on pense consommer un truc clean et puis finalement ça ne l'est plus du tout. Ne vous faites pas avoir. Donc voilà, si vous voulez savoir quel programme est fait pour vous, pour savoir comment vous entraîner là, même en confinement, à la maison et tout, je vous donne même d'ailleurs, je vais vous dire exactement le sommaire, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé en détail, mais par exemple, il y a alors attendez, je reprends le sommaire exact, parce que je vais pas le faire de mémoire, parce qu'il est un peu long. Alors, quel programme est fait pour toi ? Tu vas savoir définir ton profil, les recommandations d'entraînement selon ton profil, le matériel nécessaire selon la méthode d'entraînement que tu veux faire. Je t'ai mis le matériel nécessaire, le minimum nécessaire, minimum syndical. Obtenir un corps athlétique type mannequin, donc ça peut être les différents objectifs que tu veux avoir. Devenir massif, avoir un physique massif quand on est habillé. Afficher un physique le plus sec possible. Me sentir capable de, je sais pas, grimper un arbre, relever une épreuve, je sais pas, un test physique, pompier, militaire ou autre, ou être plus puissant. Devenir plus fort que la norme. Le type d'entraînement, les séries, les répétitions, le repos, la fréquence. À ne surtout pas faire également, et ce qui freine vos progrès. Donc si tu as envie de savoir quel programme est fait pour toi, clique sur le petit lien qu'il y a dans les notes du podcast et tu auras le détail de cette formation qui est à mon sens une formation vraiment charnière de mon espace VIP qu'il faudrait avoir vu avant de suivre les autres et avant de tenter certaines méthodes. Voilà. Donc, merci à tous. Le podcast est vraiment quelque chose qui plaît de plus en plus. J'ai de plus en plus de personnes qui l'écoutent, beaucoup de téléchargements, notamment sur l'Apple Store, etc. Enfin, sur iTunes Podcast, là. Je suis franchement très fier. Au début, quand j'ai lancé ça, j'étais pas du tout parti pour faire un truc. C'était juste pour partager. Avant, j'écrivais beaucoup d'articles. Je me suis dit, au lieu d'écrire, je vais en parler. Comme ça, je pourrais rester plus longtemps avec les gens. Et il tourne très très bien. J'ai beaucoup de retours. Donc, et notamment sur les réseaux sociaux, quand vous m'envoyez les captures d'écran d'où vous l'écoutez, comment vous l'écoutez, etc. Ou pendant votre séance, en faisant la promenade du chien, etc. Ou en cuisinant. J'adore recevoir vos stories. Continuez à le faire. Ça me fait toujours très plaisir. Parfois, j'en partage certaines. Donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode. Et pour ceux qui démarrent la formation sur quel programme est fait pour moi, on se retrouve tout de suite en vidéo, cette fois-ci, sur le site. Bye bye. Non, ne t'inquiète pas, c'est pas chez toi que ça sonne, c'est ici. En fait, c'est juste pour attirer un petit peu ton attention et te dire que tu as devant les yeux, en description de cet épisode, plusieurs liens, dont un pour aller noter mon podcast avec des petites étoiles sur la plateforme que tu préfères, iTunes, je sais pas quoi, Spotify, etc. Mais également, tu peux aller retrouver tous les liens que j'ai cités dans l'épisode. J'ai essayé de faire des descriptions avec tous les liens, comme ça au moins ça vous donne des accès directs à toi et à tous ceux qui m'écoutent, de manière à pouvoir trouver directement le contenu. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à t'abonner sur la plateforme de podcast que tu préfères. Et c'est toutes les semaines à 8h du matin, le mardi. Bye bye.